Avant d'évoquer avec nos invités les causes et les conséquences de ce non au référendum écossais, je vous propose de redonner la parole pour quelques instants aux premiers concernés, les électeurs écossais, avec ces réactions contrastées recueillies dans les rues écossaises ce vendredi. Je pense juste que nous avons perdu une énorme opportunité pour l'Écosse. Oui, nous avions tant d'espoir pour l'avenir, de ce que nous aurions pu réaliser en tant qu'État indépendant. Nous aurions eu plus de voix et plus de pouvoir sur ce qui se passe actuellement dans ce pays. Je pense juste que c'est une vraie honte. Eh bien, je pense que c'est un bon résultat pour l'Écosse. Cela fait prendre conscience à Westminster des problèmes qui ont surgi à l'occasion de ce référendum. Et il y a des problèmes profonds qui doivent être pris en compte pour une nouvelle constitution pour l'ensemble du Royaume-Uni. Eh bien, j'espère que maintenant, Westminster va évidemment écouter les Écossais et va nous permettre de donner plus de voix dans les décisions du gouvernement. Autrement, je suis juste heureuse que ce soit non et que nous restions fidèles au Royaume-Uni. Je suis vraiment déçue que ça n'ait pas réussi. Je ne pense pas qu'on aura de nouveau une occasion pareille. Je pense que la plupart des personnes devaient être partantes, mais qu'elles ont ensuite été effrayées et n'ont pas voté oui. Beaucoup de promesses de la part de Westminster. Nous verrons ce qu'ils vont faire en réalité. Ils ont promis beaucoup de choses durant les 2 dernières semaines. Maintenant, ils doivent passer à l'acte et poursuivre jusqu'au bout. Nous verrons bien. C'est pourquoi j'ai voté oui. C'est parce que je ne suis pas vraiment sûr de ça. Donc, nous verrons bien ce qui arrive. Alors, pour commenter ce non au référendum écossais avec nous sur le plateau du 64 minutes, Dominique Moisy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous êtes politologue, professeur au King's College de Londres, ça tombe bien. Vous avez été le cofondateur de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, dont vous êtes aujourd'hui conseiller spécial. Alors, Dominique Moisy, vous étiez contre l'indépendance, pour le non. Donc, ce soir, vous êtes plutôt satisfait. Tout à fait. Mais je suis surtout satisfait de la manière dont ça s'est passé. Ouais. En fait, avant d'être une victoire du non, c'est une victoire de la démocratie. 84% 84% de participation. De taux de participation, un respect l'un pour l'autre. C'est une des rares bonnes nouvelles. Les Écossais ont donné une sorte de leçon. Une leçon. Quand on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, quand on voit ce qui se passe à l'est de l'Europe. Il faut rappeler que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, c'est la plus ancienne démocratie européenne. Tout à fait. C'est une leçon donnée au monde. Alors, au-delà du clivage entre les pros et les anti-indépendances, il y a aussi quand même en Écosse une cassure aujourd'hui entre la gauche qui était plutôt favorable à l'indépendance et, disons, les conservateurs qui étaient plutôt favorables au statu quo. Oui, non, il y a une dimension sociale. Ouais, voilà. C'est pas qu'une dimension nationaliste. Il y a les deux, il y a un mélange. Il y a des émotions, mais on voit des clivages qui m'ont fait penser un peu à Downton Abbey, Upstairs, Downstairs. Ouais. On voit Maîtres et valets. Maîtres et valets. Ouais. Il est évident que du côté des élites, on était plutôt dans l'ensemble pour le maintien de la relation avec la Grande-Bretagne. Ouais. Et les jeunes aussi étaient plutôt favorables Les jeunes étaient plutôt favorables à l'indépendance. Ouais. Et les nouveaux Écossais, vous avez vu une femme qui peuvent venir d'Asie ou d'Afrique, eux étaient plutôt en faveur du oui. Alors si on reste encore un instant au Royaume-Uni, vous pensez, Dominique Moisy, qu'on va vers un Royaume-Uni plus fédéral, avec plus de pouvoir, en tout cas David Cameron l'a annoncé, plus de pouvoir accordé aux différentes régions et donc aussi à l'Écosse? Tout à fait. Je crois que rien ne sera comme avant. Pas seulement pour l'Écosse, mais incontestablement pour le Pays de Galles et pour l'Irlande du Nord. Donc on va vers plus de fédéralisme, mais à l'intérieur du Royaume-Uni. Pas de multiplication d'États, mais à l'intérieur de chaque État, un rapport de force différent. Avec la reine Elisabeth qui restera la reine du royaume qui reste unie. Alors on va aller faire un petit tour au Québec, parce qu'évidemment les Québécois, par 2 fois, ils ont tenté de proclamer leur indépendance par référendum. Ça a été 2 fois un résultat négatif là-bas. Donc on va rejoindre Catherine François qui est notre correspondante au Québec. Alors Catherine, j'imagine que les Québécois ont suivi et continuent de suivre ce qui se passe en Écosse avec attention.
Effectivement, ça a été vraiment un sujet d'actualité brûlant ici au Québec et plusieurs, des dizaines et des milliers de Québécois, en fait, ont veillé tard cette nuit pour regarder en direct les résultats de ce référendum. Alors, et pas juste des Québécois d'ailleurs, également des Canadiens qui se sont sentis concernés par cette question-là. Alors, la position officielle du Canada en termes de réaction, bien sûr, le gouvernement canadien se réjouit des résultats de ce référendum. Ils ont vanté le processus démocratique des Écossais. C'est le même son de cloche du côté du Québec avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui lui aussi a vanté l'exercice démocratique et qui en a profité également pour dire que ce référendum en Écosse n'allait pas servir de tremplin pour relancer le mouvement souverainiste au Québec. Ici, un mouvement qui connaît une panne sèche, littéralement, depuis avril dernier, depuis ces élections où le Parti québécois, qui est le parti qui prône la souveraineté du Québec, a connu une raclée, une défaite absolument historique. Les souverainistes québécois misaient beaucoup, espéraient que les Écossais allaient dire oui à l'indépendance. Ça allait leur permettre peut-être de ranimer la flamme ici. Et bien sûr, vous imaginez, Xavier, qu'ils sont très déçus, forcément, même s'ils disent que les indépendantistes écossais ont fait une percée historique à ce référendum. Catherine, j'y faisais allusion à quelques instants. Il y a eu 2 référendums déjà au Québec, je crois en 80 et en 95. Ce qui veut dire, si on vous lit entre les lignes, qu'il n'y aura pas, dans un avenir prévisible, de nouveaux référendums au Québec sur l'indépendance de la belle province. J'en doute fortement. De toute façon, les libéraux sont au pouvoir au Québec pour les 4 prochaines années. Ils ont un gouvernement majoritaire et le Parti québécois est en véritable crise en ce moment ici. Depuis, donc, comme je vous disais, cette débâcle historique, le parti d'abord doit se trouver un chef. Ça doit se faire prochainement au cours des prochaines semaines. Et puis, après ça, mais ça va être toute la question, être capable de porter de nouveau ce projet souverainiste, de le présenter aux Québécois, de se faire élire et après ça, d'aller vers un nouveau référendum. Honnêtement, Xavier, je ne crois pas à ça, en tout cas pas pour la prochaine décennie même, je vous dirais. Peut-être que le futur me fera mentir, mais pour l'instant, en tout cas pour les 5 prochaines années, le référendum québécois est mis de côté. Merci Catherine, en direct avec nous depuis le Québec. En tout cas, on suivra ça de très près sur TV5 Monde, vous vous en doutez. On revient avec Dominique Moisy sur le plateau du 64 minutes. Dominique, c'est une bonne nouvelle pour l'Union européenne qui s'est réjouie. La victoire du non, la victoire du oui, ça aurait vraiment été un gros problème pour l'Union européenne. Oui, ça aurait constitué un encouragement très fort pour les Catalans, pour les Flamands, les Basques, je ne sais qui d'autre. Et vraiment, au moment où vous avez Poutine à l'est de l'Europe, l'État islamique au sud, est-ce que vraiment la priorité pour l'Union européenne, c'est d'entrer dans ces déchirantes crises identitaires? Non. Trouver un meilleur équilibre entre les membres qui constituent le Royaume-Uni, donner plus de pouvoir encore à la Catalogne, très bien. Mais l'indépendance, ce n'est vraiment pas la question qui me paraît à l'ordre du jour au moment où l'environnement international est si lourd et plein de menaces. Il y a d'autres priorités, il y a d'autres urgences que la redéfinition, disons comment on pourrait dire, un nouveau dessin de la carte politique européenne. Je crois que le monde a besoin d'une Europe plus forte et plus unie. Ouais. Cette Europe plus forte et plus unie ne passe pas par une multiplication d'États en son sein. En même temps, on sait que depuis très longtemps, certains peuples de l'Union européenne se ressentent, se vivent comme des nations. Est-ce que ce mouvement-là, il n'est pas quelque part irrépressible et que d'une manière ou d'une autre, il ressortira? On a souvent parlé de l'Europe des régions. Est-ce que ça vous semble un schéma qui pourra correspondre quelque part à l'Europe de l'avenir? Tout à fait, tout à fait. Mais l'Europe des régions, ça n'est pas la multiplication des États-nations au sein de l'Union européenne. Nous fonctionnons déjà difficilement à 28, on sera sans doute 30 dans un temps relativement rapproché. Il ne faut pas que l'on continue sur cette voie. Donc, redéfinir les pouvoirs au sein de l'Europe, oui. Multiplier les États-nations, non. En même temps, si des référendums démocratiques donnent la victoire, par exemple, il va y avoir prochainement un référendum qui est contesté par Madrid, mais en Catalogne, il faudra respecter le vœu
des électeurs catalans. Tout à fait. Mais il faudra bien que les électeurs catalans soient conscients des risques qu'ils prennent eux-mêmes. Et donc, je crois que dans le cas du référendum écossais, il y a eu ce suspense, cette incertitude, parce que la campagne du oui a été très bonne, parce que la campagne du non a été presque jusqu'à la fin très mauvaise. Il est essentiel que Madrid écoute Barcelone, comme il est essentiel demain que Londres écoute Glasgow et Édimbourg. Cela ne doit pas nécessairement déboucher sur l'indépendance. Vous avez été surpris par la victoire, la netteté du non, 55,3. Peu de gens s'y attendaient. On avait présenté un résultat beaucoup plus serré. J'ai été heureusement surpris, mais c'est le résultat que l'on attendait avant-hier. C'est hier seulement qu'il y a eu une montée du oui. En réalité, c'était le résultat logique auquel on s'attendait. Encore un mot, un référendum comme le référendum écossais, impensable en France. La France n'a pas de problème avec ces régions. Je crois que c'est globalement impensable en France. C'est doublement impensable. Au sens où, en général, les gouvernements, quand ils lancent des référendums, en France, les perdent. Parce qu'on dit non pas à la question qui est posée, mais à ceux qui la posent. Ce qui est intéressant en Écosse, c'est qu'on a dit non à la question qui était posée et non pas non à ceux qui la posaient. En même temps, il peut y avoir en France des revendications plus ou moins légitimes, c'est selon le point de vue où on se place, pour des Bretons, des Corses, des Basques. Oui. Dans le cadre de cette, comme on disait tout à l'heure avec Slimane Zeguidou, dans le cadre de la France unitaire, jacobine, c'est quelque chose d'impensable. Je crois que le nationalisme breton ou le nationalisme corse n'ont rien à voir avec le nationalisme écossais. Mais ça, c'est une question d'histoire. Les Écossais vivent encore douloureusement l'ultime défaite du Bonnie Prince Charlie à la bataille de Culloden en 1743. Ça fait encore partie de leur vécu. Imaginez, il n'y a pas d'équivalent en France. Donc les Français regardent tous ces référendums avec un certain détachement. Oui, ils sont tellement malheureux par rapport à eux-mêmes qu'ils ont d'autres soucis. Merci beaucoup Dominique Moisy d'être venu sur le plateau du 64 minutes pour nous éclairer un petit peu sur les conséquences de ce référendum qui n'a pas donné l'indépendance à l'Écosse. On le rappelle encore une fois. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité.